À la une ce soir, Chantal Maignan et Max Orville officiellement investis par le mouvement En Marche. Les deux candidats se présentent respectivement dans le centre et à Fort-de-France. Le parti devrait encore investir deux autres candidats dans le nord et le sud. La police nationale a rendu hommage à ces hommes morts pour la France. La cérémonie s'est tenue aujourd'hui au commissariat de Fort-de-France. 30 policiers en service ont été décorés pour l'occasion. La 17e édition du convoi pour les réparations est partie hier soir de Sainte-Anne. Une première étape à laquelle 60 personnes ont participé. Le convoi est attendu le 22 mai prochain au Prêcheur. Enfin, les compétitions des Jeux des îles ont commencé aujourd'hui. Plusieurs rencontres dans 9 disciplines ont été réparties dans 5 communes différentes. La Corse, la Guyane et le Cap-Vert se sont affrontés dans des épreuves de tennis au Lamentin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Max Orville dans la circonscription de Fort-de-France, Chantal Maignan dans celle du centre. Les deux premiers candidats officiellement investis par En Marche pour les élections législatives en Martinique ont été dévoilés. Le comité d'investiture du mouvement d'Emmanuel Macron doit encore trancher pour les circonscriptions du Nord et du Sud. Voyez tout de suite les précisions de Kathleen Bilascopette et de Michelet François. Que j'ai contribué dans cette campagne. Effectivement, on remarque toujours, vous savez, les gens qui mouillent la chemise, on va dire ça comme ça. Au soir du second tour, elle laissait à peine planer le doute. C'est désormais officiel, la présidente du parti régionaliste martiniquais est la candidate de La République En Marche sur la circonscription du centre. Dès ce soir, Chantal Maignan s'envole pour Paris, rencontrer Emmanuel Macron, avec tous les autres candidats investis. Nous sommes attendus à Paris samedi pour comprendre de quelle manière nous allons mener la campagne. Parce que vous avez bien compris que le président lui-même s'implique fortement dans la campagne. Il a besoin d'avoir une majorité pour mettre en œuvre son programme. Et il a besoin que dans chaque territoire de l'outre-mer, son programme soit décliné. L'autre candidat investi n'est autre que le président du MoDem Martinique. Max Orville portera les couleurs d'Emmanuel Macron sur la circonscription de Fort-de-France. Il y a une dynamique Macron qui s'est installée. On ne comprendrait pas que la population martiniquaise qu'il a choisi, qu'il a élu de la meilleure des manières, se rétracte dans 6 semaines, même si je n'oublie pas que parmi ceux qui l'ont choisi, il y avait surtout le refus de l'extrême droite. Toujours est-il que j'irai pour défendre les valeurs du président élu, son programme pour l'outre-mer, la question de la moralisation de la vie politique, la vie publique qui est un des axes forts du MoDem. En attendant, cette désignation donne déjà des ailes à Chantal Maignan. Elle compte bien impulser une fédération En Marche en Martinique. N'en déplaise au fondateur du collectif Convergence Progressiste, qui se revendique lui aussi d'Emmanuel Macron. Je considère aujourd'hui qu'on n'a pas créé un parti au moment et sur le temps de parole, notamment médiatique, qui était destiné à la victoire de notre président. Ils ont choisi de partir vivre leur aventure, ils la partiront, mais ce sera vraisemblablement sans le collectif et sans moi. Moi, je reste dans le collectif et avec tous les bénévoles qui ont participé à élire le président, de manière très modeste, très humble et très respectueuse, nous allons construire effectivement une fédération autonome et puissante qui s'appellera justement La République En Marche. Le comité d'investiture de La République En Marche doit encore statuer pour les deux autres circonscriptions que compte notre île. Dans le Nord, qui de Justin Pamphile ou de Bruno Nestor Azero sera finalement adoubé par les marcheurs. Et puis quel candidat dans le Sud? Si la logique de la parité voulue par le mouvement est respectée, c'est une femme qui pourrait être choisie. Une trentaine de fonctionnaires de police décorés pour leur bons et loyaux services. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui à l'hôtel de police de Fort-de-France à l'occasion d'un hommage rendu aux policiers morts pour la France. L'an dernier, 8 fonctionnaires sont morts en service et 4 sont déjà tombés cette année. Voyez les réactions des fonctionnaires décorés suivies de celles du représentant du syndicat Alliance Police qui s'exprime face à la caméra de Louis Sabas. L'Ordre national du mérite récompense, si vous voulez, des mérites distingués au cours d'une carrière. Donc voilà, ça fait une quarantaine d'années que je suis en fonction et donc ça mérite, ça récompense une carrière où on s'est donné corps et âme pour son service, pour son travail. La plupart des policiers et l'ensemble des policiers pensent à nos collègues tombés en mission. Mission donc très difficile, ça on le sait, mais on est en permanence confronté à des difficultés, que ce soit dans les missions de police secours ou lors de protection de personnalité. Mais on est formé pour ça aussi et
on va de l'avant. Nous sommes à 5 policiers tombés cette année et un grand nombre de blessés. Un grand nombre de blessés parce qu'on a eu beaucoup de policiers qui ont été pris à partie, non seulement dans des échauffourées, mais aussi gratuitement, sans raison, et en venant en patrouille dans une résidence, ils ont été attaqués et blessés. Donc je pense que là aussi, les données ont changé parce que les gens attaquent la police et sans raison. Et donc là aussi, il va falloir qu'on réfléchisse pour changer les données. C'est officiel, France Antilles a été liquidée. La décision a été rendue cet après-midi au tribunal de commerce de Fort-de-France. La procédure ne devrait pas avoir de conséquences directes sur les salariés répartis dans les Antilles-Guyane. Elle a été réclamée par la direction pour faciliter la reprise de la boîte par les repreneurs qui se sont déjà positionnés. Les salariés, quant à eux, rappellent rester vigilants pour leur avenir. Les directeurs et directrices des écoles de l'île réunis pour préparer la prochaine rentrée scolaire. Il s'agissait d'un rendez-vous fixé aujourd'hui par le syndicat SE-UNSA pour aborder plusieurs points, entre autres la réforme des rythmes scolaires qui pourrait être revisitée pour mieux être adaptée au contexte local. Voyez les précisions recueillies par Guy Raphaël Rony. Pour nous, il est clair qu'on ne peut pas continuer à fonctionner sous les rythmes actuels. Il y a eu déjà une école à 2 vitesses installée en Martinique entre les écoles qui fonctionnent le mercredi et les écoles qui fonctionnent le samedi. Très fort taux d'absentéisme pour les écoles qui fonctionnent le samedi. Bon, et apparemment, le nouveau président est prêt à entendre, puisqu'il dit qu'il est prêt à remettre tout à plat. Donc nous voulons que les rythmes soient vraiment spécifiques à l'Académie de Martinique et qu'on ne nous colle plus les rythmes nationaux. Ça, il faut arrêter avec ces dispositions. Il faut prendre en compte nos spécificités, l'heure de réveil des enfants, la problématique des transports, etc. Et donc, nous y tenons. Et alors là, aujourd'hui, je sais que la question qui revient systématiquement, c'est la semaine de 4 jours. Nous ne sommes pas fermés à la semaine de 4 jours. Nous ne sommes pas non plus fermés à la semaine de 4 jours et demi. Nous voulons avant tout des rythmes spécifiques, plus d'adaptabilité à la Martinique. Et rien que la Martinique. Après, ce qui se passe en Guadeloupe n'est pas forcément la même problématique, en Guyane, etc. Donc c'est bien pour ça que j'insiste sur la nécessité de rythmes adaptés à l'Académie de Martinique. Nous allons rencontrer les maires, les édilités, pour connaître leur positionnement, leur faire part de notre positionnement, de nos souhaits. Et alors là, nous n'avons pas encore de position arrêtée, mais nous voulons une harmonisation sous l'ensemble de l'Académie, ça c'est clair. Ça c'est le premier principe que nous, syndicats des enseignants, que nous allons porter. Coller tête, coller épaules, c'est le nom de l'opération lancée par RCI en partenariat avec Pôle emploi pour proposer un maximum d'offres d'emploi à ses auditeurs. Un rendez-vous qui en est à sa 6e édition. Tout au long de la journée, les chefs d'entreprise et les centres de formation ont pu appeler le standard de la radio pour proposer des offres. 400 propositions étaient attendues dans la journée et le bilan serait positif pour de nombreux secteurs. Voyez les précisions recueillies par Anaïs Gall et Michelet François. Une mobilisation sur tout le territoire en fait avec des entreprises, des organismes de formation, justement pour mettre en contact des demandeurs d'emploi ou bien des personnes tout simplement qui sont à la recherche de formation également. Comment ça se passe? Ils appellent sur la ligne de RCI qui en fait derrière il y a une équipe qui répond, qui prend en compte en fait les différents critères de l'offre et ensuite c'est transmis effectivement à notre réseau pour directement que ça apparaisse sur pôle-emploi.fr et également sur le site de RCI. On veut œuvrer justement pour les demandeurs d'emploi, pour les personnes, pour les Martiniquais, pour qu'ils puissent en fait retrouver un emploi lorsqu'ils sont à la recherche ou bien accéder à des actions de formation. Donc effectivement, le mois de mai pour Pôle emploi est chargé, mais parce que nos équipes sont mobilisées tout simplement. Autre opération de solidarité, la collecte annuelle de la Banque alimentaire de Martinique va commencer dès demain et se tiendra tout le week-end. Les points de collecte sont répartis du nord au sud dans les différents magasins de l'île. Et pour en parler, nous recevons le président de la Banque alimentaire Martinique, Serge Pognon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous espérez récolter des dons pour pouvoir distribuer 140 000 repas. Rappelez-nous les dons que vous attendez déjà. Nous souhaitons, comme d'habitude, des dons plus portés sur des protéines, des conserves d'haricots, des conserves de légumes, des conserves de poissons et de viande, parce que nous avons constaté que nous recevons beaucoup trop de riz et de pâtes
ce qui fait que la qualité que nous offrons à nos bénéficiaires se détériore un peu, nous donnons un peu trop de féculents. Donc nous aimerons revenir sur je dirais, un équilibre nutritionnel tout à fait correct. Alors, il faudrait que les Martiniquais pensent, quand ils font leurs courses, par exemple, à acheter des sardines, des choses comme ça, des boîtes de thon. C'est ce que nous souhaitons. D'accord. Je dis bien, nous souhaitons. Nous bon, après, s'ils achètent du riz, voilà. On va leur dire non. Nous allons toujours accepter ce qu'ils nous donnent. Mais c'est vrai que nous souhaitons beaucoup plus sur ces types de denrées. Alors, vous aviez réalisé en mars dernier une collecte de dons en caisse. 9 631 € avaient été récoltés en un seul week-end. Rappelez-nous le concept et puis est-ce que vous pensez le développer, ce concept? Alors, oui, nous pensons développer ce concept et qui est, disons, qui a eu un vif succès auprès d'abord de la grande surface qui nous a aidé à organiser cette collecte don en caisse. Mais je rappelle que ce don en caisse, c'est une épargne pour nous qui nous permettrait non seulement d'équilibrer notre stock, mais aussi d'acheter ce que nous avons besoin, et notamment la partie qu'on va considérer que la partie qui... Les produits frais peut-être, c'est ça? Oui, des produits frais et aussi des produits qui nous manqueraient dans notre stock. Alors, on rappelle que le système de don en caisse, les clients sont appelés à laisser la monnaie, par exemple, à arrondir leur addition, c'est ça? Tout à fait. Soit arrondir la monnaie ou mettre un plus. D'accord. C'est au choix du consommateur. Il y aura ça ce week-end ou Non, d'accord. Ce ne sera pas la même chose. Là, nous faisons une collecte de denrées, directement de denrées, que nous collectons. Et je rappelle simplement que la dernière collecte de denrées que nous avons effectuée au mois de novembre, nous avons à peu près collecté 75 tonnes. Et là, nous pensons que nous avons eu comme objectif 80 tonnes. Alors justement, on a du mal à visualiser, quand on nous parle en tonnes, combien de familles peuvent bénéficier de vos dons? Et puis, est-ce que c'est suffisant, justement, la générosité des Martiniquais? Est-ce que ça répond aux attentes? Alors déjà, je dirais que la population martiniquaise a toujours été généreuse avec nous. Et pour situer un peu le nombre de repas, 75 tonnes que nous avons fait en novembre, ça représente 150 000 repas. Je rappelle également que les chiffres que nous avons en retour des associations partenaires qui travaillent avec nous sur le réseau, c'est à peu près 33 000 familles. Et ça représente, non, 33 000 bénéficiaires, ça représente 12 000 familles. Je répète aussi que c'est la moyenne en sortie, que nous distribuons aux bénéficiaires, c'est à peu près 32 tonnes. Si vous faites un petit calcul simple, 32 tonnes, c'est 2 mois. Donc la dernière collecte que nous avons faite, c'est 2 mois. Là, c'est fini, il ne reste plus. Alors actuellement, nous avons 79 tonnes en stock. Mais vous voyez bien que la prochaine collecte qu'on fera au mois de novembre, il faut, entre les 6 mois qui séparent ces deux collectes, il faut faire une collecte. Donc nous organisons cette collecte d'une part, mais d'autre part, tout au long des mois à venir, nous faisons de la ramasse auprès des grandes surfaces et aussi nous recevons de l'aide alimentaire auprès de l'Union européenne, ce qui nous permet d'établir quand même un stock jusqu'à la prochaine collecte. Alors, dernière question, de nombreux magasins vont jouer le jeu ce week-end, du nord au sud, il y en a beaucoup. 46 points de collecte en tout. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez votre quota de bénévoles? Est-ce que vous avez besoin de monde? Alors, nous avons toujours besoin de monde, notamment dans la période de la collecte. Par exemple, nous avons le vendredi, c'est un jour particulier puisque les gens travaillent et la disponibilité des gens forcément se fait rare. Donc, nous avons besoin des bénévoles, surtout le vendredi, mais nous avons besoin des gens pour faire du tri dans l'entrepôt le samedi, voire le dimanche matin, et dans la semaine qui suivra. Très bien, donc l'appel est lancé pour ceux qui n'auraient pas les moyens de pouvoir aider financièrement ou en don, au moins ils peuvent donner de leur temps. Ils peuvent donner de leur temps. Très bien. Alors, nous avons à peu près une trentaine de bénévoles, mais il nous faut compter une collecte sur un week-end, c'est plus de 600 personnes.
Très bien. Donc vous voyez bien que... Donc l'appel est lancé. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et puis bonne chance pour votre collecte Merci. de ce week-end qui, je rappelle, sera réparti dans 46 points de collecte dans l'île. Et nous enchaînons avec le mouvement international pour la réparation qui a commencé son convoi hier soir au départ du quartier Cap-Ferré à Sainte-Anne. Environ 60 personnes ont pris part à cette première étape de 8 km. Comme chaque année, les militants sont attendus le 22 mai prochain dans la commune du Prêcheur. Notre correspondante Camille Joseph a assisté au coup d'envoi. Regardez. Au quartier Cap-Ferré, l'ambiance est inhabituelle. Les membres du mouvement international pour la réparation mettent les dernières mains à l'organisation de cette première étape. 18h30, les drapeaux sont hissés et les flambeaux brillent de toute leur symbolique. Avant, pas tenir lumière, donc c'était aussi pour clairer chemin. Donc les nègres en l'habitation et les matiniers, ils ont utilisé donc flambeau, ils ont crié aussi sebi. C'est aussi en hommage aux ancêtres, hommage à ancêtres nous qui résistaient pendant tout l'esclavage. Après 17 ans, le convoi pour la réparation est aujourd'hui une organisation bien huilée. Rien n'est laissé au hasard, ni le ravitaillement, ni la sécurité des marcheurs. Nous avons en charge l'organisation du ravitaillement sous les routes parce que vous savez qu'une marche c'est épuisant et puis parfois il faut du sucre, il faut de l'eau. Nous nous occupons de faire en sorte qu'on ait tout le matériel disponible, donc melon, bananes séchées, eau, sirop, etc. Et on a des points de ravitaillement qui nous permettent, en passant, d'avoir une halte pour que les gens puissent se substanter quelque peu. Ça fait 7 ans que nous couvrons avec l'Amicale Sibi. Le rôle, c'est de s'occuper de la sécurité de tout le convoi, du début jusqu'à la fin, et de faire de façon qu'il n'y ait aucune voiture qui soit bloquée, soit devant, soit derrière. Les participants avec à leur tête Garcin Malsa continuent à marcher depuis 17 ans parce qu'ils croient en leur combat et sont prêts à le porter au plus haut niveau de l'État. Lors du premier convoi, nous étions ridiculisés, marginalisés, décriés. Et aujourd'hui, de plus en plus, tout le monde parle de réparation. Nous avons demandé au nouveau président de faire preuve d'humanité sincère. Parce que M. Hollande, eh bien, non seulement il a menti à propos de l'histoire, mais il ne parle que de réparation mémorielle. Ça n'a pas de sens. Il y a une loi qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité, c'est un crime imprescriptible. Pour les participants à cette première des 11 étapes du convoi, ce n'est qu'un début et à chaque sortie, ils seront plus nombreux. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons de l'onde tropicale qui a traversé la Guadeloupe. De nombreuses inondations ont été recensées dans le département. L'île a d'ailleurs été placée en vigilance orange. Nous parlerons également des véhicules hors d'usage qui devront désormais être pris en charge par les concessionnaires. Il s'agit d'un décret qui fait suite à un projet de loi proposé par le député Serge Letchimy. Et puis Hubert Bornil vous parlera de la cathédrale Notre-Dame du Bon-Port de Saint-Pierre qui est en travaux depuis 3 ans. L'entrepreneur réclame un paiement qui lui serait dû par la municipalité. Place à l'actualité des régions, avec une première escale en Guadeloupe, où les pluies de ces derniers jours causent de grosses frayeurs. Une femme d'une 60aine d'années a été sauvée alors qu'elle s'était retrouvée piégée par la montée des eaux. Elle a été secourue par une équipe de pompiers du groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux. Voyez son témoignage face à la caméra de Nathalie Denan et Moïse Dexter. Hier matin, en quelques minutes, l'eau submerge le quartier de Beau-Soleil. Au téléphone à l'intérieur de son habitation, elle ne se doute pas qu'elle court un risque. Égal, là, on sortit dehors, on a de l'eau qui a monté par là. On de l'eau qui a monté par là, mais là, on voit qu'elle a monté par là, qui est arrivé par là. On dit l'autre là, on dit de l'eau, on a accroché. Et là, on rentre dedans là, de l'eau a bon jusque là, comme ça. On met là, on dit, mais ça graine qui sauve moi, mais on s'accapate. On marche avec elle, bon, même pour qu'on en boit là, ça, on marche avec elle, on vient la monter de voiture là, on met sur voiture là. Après, je ne peux pas respirer. Et monter fait là. Je suis dans les poteaux là. Et pendant qu'on a des journaux,
à Caboué et l'eau là. Là, et il y a beau soleil. Et il dit, madame, il est complètement inondé. Et depuis on t'étonne ça, pas obligé de noyer. Il n'y a pas de noyer. Moi qui l'ai apporté mon œuvre déplacée. Ce sont les voisins qui ont appelé les secours. Il a fallu quelques heures avant que les pompiers du groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux la récupèrent par hélicoptère. Ce n'est qu'en fin de journée qu'elle découvre. En panier, il y a tout bit écrasé, télé écrasé, frigidaire écrasé, congélateur écrasé, meuble écrasé, armoire tombé, tout écrasé. Nous jacquions l'autre côté, à jacquions l'autre et on était là depuis hier soir à 6h30 en partie. Et bon matin là, j'avais mis tout ça qui là, c'est le café. Nous avons ramassé des toits habitants, les gens qui mouillaient, ils ont essayé de ça, ils paient. Mais ils pètent tout bidon. La malheureuse a été recueillie chez une cousine en attendant l'aide de la municipalité. Elle n'est pas seule dans le cas. On dénombre plusieurs sinistrés dans cette section de Bémao. Exemple concret dans ce garage. Toute voiture qui la prend de l'eau jusqu'au 3. Ça, c'est bon. Tout bitin qu'il a perdu. Tout matériel électrique, électronique, voiture, tout ça, n'est de l'eau jamais monté comme ça côté site. Moi, je ne suis pas mon côté site, mais tout le monde côté site qui vit côté site depuis des dizaines d'années, de l'eau peut jamais monter comme ça côté site. À la limite, de l'eau qui a créé une petite perturbation à la circulation. Pour cet homme qui a perdu une voiture qu'il avait confiée au garagiste, la colère prédomine. Pour lui, des constructions anarchiques ont empêché l'écoulement naturel de l'eau et sont la cause de tous ces dégâts. Énervé, stressé, tendu par rapport à une situation générée par... C'est la main humaine là, c'est la main humaine. La nature est tranquille pour le site. L'eau est coulée, après les pluies, les eaux est coulées tranquillement. Mais ils ont barré là, alors qu'ils ont voulu y aller. Il faudra du temps avant de pouvoir chiffrer les dégâts et de la patience avant d'être indemnisé. Et des inondations ont été recensées dans plusieurs communes du département. Les habitants de Boucan à Sainte-Rose sont très inquiets quant à l'avenir. Leur quartier est déjà vulnérable par rapport à sa situation géographique. Voyez ce reportage de Patrick Curie, Nathalie Dirnen. Spectaculaire, le mot n'est pas trop fort pour qualifier la montée des eaux au niveau de l'Aboucan. Les pluies soutenues qui se sont abattues sur Sainte-Rose ont gonflé les cours d'eau et les rivières. Cette partie de la population, habituée aux inondations, a tout de même été surprise. J'ai été très surprise par la montée des eaux et le courant surtout. Moi, j'avais déjà entendu parler des inondations de l'Aboucan, mais jamais vécu. Donc, j'ai vécu une expérience et quand on me dira l'Aboucan est inondé, je ferai ailleurs. Cette eau-là, elle est montée vite, mais comme d'habitude, en fait, il ne vient pas porter de l'eau. Parce que j'ai monté en l'air pour là 2 fois. Si c'était fait, c'est plus grave encore, en fait. Il y aura bouché, il y aura... Et puis il n'y a pas fait entretien, en fait. C'est pour ça qu'il a monté vite comme ça. La vie et l'activité ont repris peu à peu leur cours. Suspendus à la radio, les habitants écoutent les messages d'avertissement et se préparent à la suite du phénomène, sans plus. On essaie de trouver des chemins alternatifs et puis on change sa trajectoire tout simplement. Hein, voilà. Enfin, pour ma part, ce sera ça en tout cas. Les autorités diffusent constamment des messages de prudence. Météo France a annoncé ce jeudi à 16h le passage en vigilance orange pour fortes pluies et orages. Et je précise en bref que la Martinique est toujours placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Une dégradation du temps est prévue ce soir. Les passages pluvieux vont se multiplier en cours de nuit et devenir orageux. Les pluies devraient s'intensifier demain dans la journée. Parlons maintenant des VHU, les véhicules hors d'usage, qui défigurent trop souvent nos paysages. Depuis le 29 avril dernier, un décret proposé par le député Serge Letchimy a été voté pour que ce soit les concessionnaires qui en soient responsables. Désormais, ils devront prendre en charge leur acheminement jusqu'aux décharges. Une nouvelle mesure qui est très bien perçue par la seule entreprise de traitement des épaves de la Guyane. Voyez ce reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Voici l'un des cimetières de véhicules usagés du territoire guyanais. 20 000 m², 15 000 tonnes de ferraille. Dans ce centre agréé de traitement des véhicules hors d'usage, seul 30% de cette masse est revendue en pièces détachées et 10% recyclées de manière artisanale. Là, par exemple, vous avez des roues qu'on a fait pour une benne de collecte de déchets. C'est fait avec un tube de récupération.
Sur un véhicule qui arrive complet dans un centre VHU, il y a normalement suffisamment de pièces détachées pour financer le recyclage. Le problème, c'est sur les véhicules qui ont déjà été copieusement désossés et où il ne reste plus que la carcasse. Et c'est un vrai problème. Ils ont été en fait débarrassés de toute la fraction qui a une valeur marchande et il ne reste plus que la ferraille. Et ce décret a principalement pour but de permettre d'évacuer ces stocks historiques de voitures que vous avez dû voir un peu sur tout le territoire. Si cette montagne d'acier paraît impressionnante, ce n'est rien en comparaison avec les 5000 tonnes de véhicules hors d'usage disséminés chaque année sur l'ensemble du territoire guyanais. Le décret du 28 avril portant gestion des VHU devrait permettre d'en venir à bout. Les constructeurs devront contribuer à leur enlèvement et à leur traitement. Des études qui ont été réalisées par l'ADEME, il est convenu que le coût de traitement d'un véhicule hors d'usage se situerait entre 250 et 300 €. Donc ça risque d'être l'éco-contribution qui va devoir être versée par cet éco-organisme pour le traitement des véhicules maintenant. De percevoir une taxe à l'entrée des véhicules sur le territoire, ça permet de financer la dépollution du véhicule et la destruction du véhicule et également une partie des coûts d'exportation. Ça fait qu'on ne sera pas obligé intégralement de financer la filière avec les cours de vente de la ferraille. On devrait très rapidement voir diminuer les stocks de véhicules hors d'usage et récupérer par voie de conséquence un environnement plus sain. Et finalement pour les centres VHU également, avoir une situation économique qui s'améliore. Ce décret devrait permettre aux 4 centres agréés du territoire de rééquilibrer leurs comptes bien souvent déficitaires. Et pourquoi pas, pour ce centre de traitement, d'acquérir enfin un broyeur industriel à métaux. De retour en Martinique avec les premières compétitions des Jeux des îles qui ont commencé aujourd'hui dans 9 disciplines réparties dans 5 communes différentes. Ce matin, au centre de Ligue de Petit Manoir au Lamentin, il y avait du tennis entre la Corse, la Guyane et le Cap-Vert. Des rencontres qui se jouent en 3 manches, 2 simples et un double. Reportage de Guy Raphaël Relais. Pour les matchs de classement, sur le cours numéro 8 chez les garçons, la Guyane en blanc affronte le Cap-Vert pour la 5e place du tournoi. Après un match sans difficulté, la Guyane s'impose 6-0, 6-3. Aujourd'hui, c'était une journée difficile puisqu'il y avait eu beaucoup de soleil aujourd'hui. On a joué une heure compliquée, mais malgré tout, on a réussi à s'imposer ici contre le Cap-Vert. On imagine un autre scénario, on est quand même content d'être 5e, c'est mieux que 6e, mais bon, on espère faire mieux la prochaine fois. On a passé un bon moment et malgré cette 5e place, on retient pas mal de choses positives. Les filles de la Guyane, elles, disputeront la 3e et la 4e place demain contre les Açores. En simple, quelques minutes auparavant, Angéline Thibault de la Corse gagnait la capverdienne Melissa Ferreira qui a abandonné à 5-1 au premier set à cause d'une blessure au pied. C'était pas très compliqué, mais c'était quand même dur avec la chaleur encore. Voilà. Tu aurais préféré aller jusqu'au bout du match ou Oui, j'aurais préféré parce que c'est plus pour m'amuser aussi. J'aurais aimé continuer pour pouvoir plus m'amuser. Je trouve ça super intéressant par rapport au niveau. On peut beaucoup prendre de niveau et on peut faire aussi de nouvelles rencontres et jouer entre îles, c'est bien. La Corse obtient donc la 5e place du tournoi chez les filles, tandis que les garçons joueront la 3e et la 4e place demain. Il nous a manqué, je pense, plus d'entraînement, certainement, pour les filles. On a senti l'équipe sicilienne très compétitrice, voilà, très combative. Et voilà, je pense qu'il a manqué un peu de physique, un peu d'engagement physique, un peu de tout à ce niveau-là. Hein. Donc voilà, elles sont juste plus fortes pour l'instant. Du côté des Martiniquais, les garçons ont perdu en demi-finale hier contre les Açores. Ils joueront eux aussi la 3e et la 4e place. En revanche, chez les filles, la Martinique s'est qualifiée pour la finale contre la Sicile. C'est une grosse déception que nous ne soyons pas en finale chez les garçons. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher une médaille d'or sur ce jeu des îles. C'est pas grave, ils se sont battus jusqu'au bout, ils ont perdu au double décisif. On ira chercher une médaille, de toute façon, à partir de demain, pour ramener des points pour la compétition d'une manière générale. Et chez les filles, oui, très satisfait parce qu'elles se sont bien battues, elles ont défendu chèrement leur peau. Et elles se retrouvent en finale contre la Sicile. Et on essaiera en tout cas de ramener la médaille d'or pour le tennis, mais également pour la Martinique. Une édition qui sourit à la Sicile qui jouera les 2 finales puisqu'elle s'est aussi qualifiée chez les garçons en battant la Corse. Elle sera opposée samedi aux Açores.
Place à la culture avec la pièce de théâtre La Otra Oria qui sera jouée au Théâtre Aimé Césaire demain et après-demain à 19h30. Il s'agit d'une nouvelle création de Demoiselles Compagnie. Cette création est le 3e volet du programme dont l'objectif est d'établir un pont entre la Martinique et Cuba. Voyez un extrait de ce qui vous attend capté par Michelet François. Dans un fleuve, il y a toujours quelqu'un qui mourra. Certains ont trop confiance en eux-mêmes et se lancent dans la traversée, mais ils n'arrivent pas toujours. D'autres se fatiguent d'attendre le passeur, puis ils finissent par croire qu'il n'existe pas. Nous résisterons jusqu'à la fin. Quelle fin? Quand il arrivera. Je suis d'origine cubaine et parce que j'ai choisi de faire connaître des textes de répertoire cubain un peu méconnus du public francophone. Et deuxièmement parce que l'auteur c'était un grand ami, un très grand proche à moi, quelqu'un que j'admire énormément, avec qui on a déjà commencé un travail en 2007 avec la pièce Quelques histoires d'amour très tristes et qui réunit tous les Caraïbiens et tous les insulaires de tous bords. C'est possible. Pourquoi n'y es-tu pas allé avant? Je ne t'avais pas rencontré. J'attendais Émile. J'ai essayé d'en faire une, mais ce ne fut pas possible. J'attendais un fleuve. J'ai le fleuve. Mais j'ai peur. Nous avons tous peur. Il y aura un passeur? Il y a toujours un passeur. J'ai peur. Nous avons tous peur. La Otra Orilla, en français, c'est l'autre rive. Donc c'est une phrase populaire qui veut dire l'autre bord, l'autre bois, comme on peut dire en créole. C'est un ailleurs et ça parle essentiellement de l'immigration. Et c'est le point de départ. C'est deux personnages, un homme et une femme, qui se trouvent face à un fleuve qui doit traverser. Et ils guettent les persécuteurs et dans l'attente d'un passeur. Oh, j'ai peur. Nous avons tous peur. Et les persécuteurs? Dans tous les lieux, il y a des persécuteurs. Oh, j'ai peur. Nous avons tous peur. Reconduis-moi dans un hôtel de 2e catégorie. Oh. Oh. Allez, on se rapproche encore plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Saint-Pierre où les fidèles de la cathédrale Notre-Dame du Bon-Port attendent de pouvoir retrouver leur église depuis 3 ans. Les travaux entamés n'ont jamais été terminés et surtout sont bloqués par l'entrepreneur. Il réclame l'argent que lui devrait encore la municipalité. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Regardez. Le chantier de la cathédrale de Saint-Pierre, l'un des plus importants de la ville d'Arrêt d'Histoire. Pour l'instant, on le voit, les travaux sont suspendus. Les fidèles, en attendant, doivent encore se contenter de la petite chapelle pour les offices religieux. Dans la ville d'Arrêt d'Histoire, bien malin est celui qui pourra s'avancer sur une éventuelle date de fin des travaux. Une situation qui, évidemment, laisse peu de gens indifférents. C'est normal qu'ils terminent les travaux quand même, parce que les gens aillent faire leur acte spirituel quand même. Ouais. Oui. Et parfois on dit que c'est l'argent, hein, surtout. Hein. Ah, l'argent, ça, j'en sais rien, mais il faut qu'ils finissent. Ils n'ont qu'à trouver l'argent pour faire d'autres bêtises. Ils peuvent trouver l'argent pour dire là, non? J'ai entendu les nouvelles, j'ai su que M. Marie-Jeanne, il était là à la messe du 8 mai. Et donc, je crois qu'il a dû prendre rendez-vous avec le père David pour mettre au point cette affaire-là. Sans patience ou banni, c'est Dieu qui commande. Pour sa part, le prêtre de la paroisse tente de relativiser. Le problème se situe entre la mairie et l'entreprise principale en charge des travaux. C'est vrai qu'on a été fermé pendant quelques temps, le temps de démonter l'échafaudage pour le remonter par rapport à la deuxième tranche de travaux qui donc a déjà recommencé. On a entendu des petits bruits qui disaient que le chantier sera arrêté ou pas, etc. Mais je crois que j'ai ouï dire qu'il y a eu des messages et que tout sera rentré dans l'ordre. Ce qui est sûr, c'est que depuis le 8 mai,
nous avons réintégré la cathédrale pour la deuxième tranche des travaux et ensuite il y aura encore une troisième tranche. Dans les faits, Coalis, l'entreprise principale, a suspendu ses travaux jusqu'au lancement de la deuxième phase, à savoir entre avril 2016 et décembre de la même année. Le contentieux porte sur des factures impayées pour un montant de plus de 300 000 € et la mairie est toujours en attente de subventions de la part de la CTM. La première phase a eu du mal à démarrer seulement en décembre 2014 et puis faute de financement justement ça a été arrêté et il se trouve que la CTM a voté le financement de la troisième phase et non de la deuxième phase qui n'était pas encore commencée. Mais nous avons quand même engagé les travaux de la deuxième phase, il fallait les commencer. Et donc il y a la prochaine plénière qui va avoir lieu le 18 mai. Alfred Marie-Jeanne nous a promis de mettre à l'ordre du jour le financement de cette deuxième phase. Ce sont des travaux en trois phases de 3,3 millions chacun. En tout cas, une chose est sûre, les fidèles devront encore patienter durant quelques semaines. D'après les renseignements qu'on a pu obtenir, les fonds devraient être bientôt débloqués. Information pratique avant de refermer cette édition pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Comme chaque vendredi, un camion de l'EFS sera stationné sur le parking de la Grande Récré de 13h à 18h à Cocotte-du-Cos. Une équipe de l'EFS est également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU Pierre Zobda-Kitman au quartier Lamena à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, on se retrouve dans une poignée de secondes avec Check. A tout de suite.